Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Marc Gouden. Bonjour Marc. Bonjour Cédric. Associé auprès de l'étude Philippe Partners, réputé sur le marché pour leurs compétences, entre autres en droit des contrats pour les entreprises. Nous aborderons aujourd'hui le cadre juridique de la garantie loi Bren. Marc, première question, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste brièvement la loi Bren? Oui, donc la loi Bren est une législation qui vise à protéger les personnes qui achètent un bien sur plan, que ce soit une maison ou un appartement, ou alors qui font construire avec un constructeur sur plan, comme on dit. Et donc la loi s'applique chaque fois qu'on veut faire construire ou acquérir une maison d'habitation ou à usage mixte. Elle ne s'applique pas si on est dans un contexte professionnel. Elle ne s'applique pas non plus si l'objectif c'est de construire par lots séparés en faisant appel à tous des corps de métier différents sous la coordination d'un architecte. Elle ne s'applique pas non plus si on achète certes sur plan, mais que le constructeur va réaliser toute la construction et que la vente et le paiement du prix ne se font qu'à la toute fin. Et donc, l'objectif de la loi est double. Premièrement, il s'agit de correctement informer les personnes qui vont acheter ou faire construire. Et deuxièmement, leur apporter des garanties au niveau financier. Alors, le premier objectif, on essaye de l'atteindre par un contrat, tout d'abord, qui doit comporter toute une série de mentions. Il faut des indications sur le propriétaire du terrain, sur le permis, sur les délais en lesquels on va faire construire, des éventuelles pénalités de retard. Et puis, il faut qu'il y ait toute une série d'annexes à ce contrat. Il faut les plans et le cahier des charges détaillés, visés par un architecte. Et si jamais c'est un immeuble appartement, il faut aussi l'acte de base qui règle les droits des uns et des autres. Vous disiez justement que la loi Bren a donc deux objectifs. Oui, et donc le deuxième, c'est de nature financière. Le candidat acquéreur ou constructeur doit d'abord être correctement informé sur le prix global et fixé à l'avance qu'on va lui réclamer pour le bien. Et puis, il faut définir des tranches de paiement qui collent vraiment à la réalité de l'avancement de la construction. Deuxièmement, on prévoit que la propriété de tout ce qui sera construit sera transférée automatiquement à l'acquéreur au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Mais l'ensemble des risques liés à la construction reste chez le constructeur jusqu'à la réception provisoire. Donc si jamais il y a un incendie qui survient pendant les travaux, que tout est détruit par le feu, c'est au risque de l'entrepreneur promoteur qui devra reconstruire. Et puis il y a le volet garantie financière. Donc l'entrepreneur qui est agréé doit déposer une garantie de 5% du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les entrepreneurs qui ne sont pas agréés doivent, eux, fournir une caution d'achèvement donnée par un tiers qui est soit donc, pour garantir l'achèvement jusqu'à la fin, soit éventuellement garantir le remboursement. Et c'est là, évidemment, à 100% dans ce cas-là. Tout à fait, qu'intervient Eurocaution. Et donc, pour terminer cette construction juridique, si je peux utiliser ce terme, il y a encore deux mécanismes qui interviennent. Il y a tout d'abord la réception provisoire qui est organisée, réception provisoire, réception définitive, et le promoteur, même s'il n'est pas constructeur lui-même, doit aussi assumer la responsabilité décennale, au même titre que l'entrepreneur ou l'architecte. Et puis il y a tout un mécanisme de sanctions qui sont prévus, des nullités du contrat ou éventuellement l'écartement de certaines clauses. Et puis, il y a des sanctions pénales aussi qui sont prévues par la loi. Au regard de ces sanctions, quels sont alors les pièges à éviter principaux pour un promoteur qui décide de vendre sous loi Bren? Oui, alors je dirais, un premier point vraiment important à avoir à l'esprit, c'est chaque fois se poser la question si on tombe sous le champ d'application de la loi Bren ou pas. Parce qu'il y a la situation où consciemment ou par distraction, le constructeur ou le promoteur se dit qu'il est en dehors du champ d'application. Parce qu'il y a peut-être une certaine division de l'entreprise qui est prévue. Et on pense donc ne pas tomber dans le champ d'application.
alors qu'objectivement, on y est. Et donc, si jamais il y a litige, le tribunal appliquera l'ensemble de la loi Bren, avec toutes les sanctions qui sont prévues, alors qu'on pensait être en dehors du champ d'application. Puis il y a la situation inverse qui peut se présenter aussi, où on va partir avec une documentation contractuelle loi Bren, alors que dans le cadre de la négociation commerciale, le client va peut-être décider à un certain moment que tout ce qui est chauffage sanitaire, électricité, il va le faire lui-même ou il va le faire par un autre corps de métier. Et à ce moment-là, objectivement, on n'est plus dans la situation où on va appliquer la loi Bren. Mais le contrat le prévoit. Et on est donc dans une sorte de flou juridique qui est certainement dommageable. Un deuxième piège à éviter, c'est la mauvaise rédaction des documents contractuels. On a vu que la loi prévoit qu'il faut un certain nombre de mentions qui sont obligatoires. Et si jamais on ne respecte pas ces prescrits légaux, le contrat va être nul, dans certains cas du moins. Et la nullité du contrat, ça veut dire que les deux parties doivent être remises dans la situation comme si le contrat n'avait pas existé. Pour l'entreprise, ça veut donc dire qu'il faut restituer l'ensemble des paiements qui ont déjà été faits par le client. Et le client devrait normalement restituer les constructions et les travaux qui ont déjà été exécutés. Ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué. Et là, on peut donc arriver dans des situations où les tribunaux vont considérer, à titre de sanction aussi, parce que l'entreprise n'a pas respecté la loi, que les constructions déjà érigées vont pouvoir rester chez le client, alors qu'il a eu aussi restitution de l'ensemble du prix. Donc, c'est un risque. Là, de nouveau, fort important. Oui, effectivement, ça constitue un risque très important. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes à éviter? Alors oui, on a certainement encore beaucoup d'autres, mais j'en épinglerai peut-être un dernier, qui est celui d'un certain flou qui peut parfois exister autour des tranches de paiement. Alors je pense que la mauvaise bonne idée de certains, c'est de se dire on va avoir recours à un architecte ami qui, au cours des travaux, suivra les choses de manière pas trop approfondie et tolérera qu'à chaque fois, au niveau des tranches, on surfacture un petit peu. Et puis, il peut arriver qu'il y ait un problème au cours de la construction, et puis un tiers, que ce soit un architecte désigné à ce moment-là par le client ou un expert judiciaire, vienne se mêler de l'avancement du chantier et constate qu'on a surfacturé. Et là, ce sont des sanctions pénales, à ce moment-là, auxquelles l'entreprise s'expose. Et ce risque de sanctions pénales, même si, in fine, on ne va peut-être pas arriver à une condamnation pénale, ça constitue un bâton, évidemment, que le client peut utiliser dans le cadre d'une discussion, dans le cadre d'une négociation, en faisant brandir cette menace de la sanction pénale. Oui, et je rajouterais même par rapport à ces tranches de paiement, nous, en tant qu'assureurs, on est extrêmement vigilants au respect des différentes tranches de paiement, parce que quand la construction se déroule bien jusqu'à la fin, il n'y a aucun souci. En cas de sinistre, c'est très compliqué d'intervenir dans un dossier où l'acquéreur a trop payé par rapport à l'état d'avancement réel. Très bien. Pour terminer, peut-être, dernière question, quel conseil, si je peux parler comme ça, donneriez-vous à un promoteur? Oui, alors de mon point de vue de juriste, évidemment, je pense que le premier conseil, c'est d'avoir une documentation contractuelle qui est bien faite. Deuxièmement, et je pense que c'est peut-être parfois encore plus important, rien ne sert d'avoir de beaux modèles de contrat, encore faut-il avoir les bonnes procédures pour suivre les dossiers. Parce que, donc, comme je le disais, il faut se poser la question, est-ce qu'on est dans une loi Bren ou est-ce qu'on n'est pas? Et prendre alors le contrat type adapté à la situation. Et puis, s'assurer que l'on va joindre au contrat l'ensemble des documents qui sont prévus obligatoirement et qu'il faut éventuellement délivrer dans un certain délai, comme la garantie justement d'achèvement donnée par le tiers garant, pour laquelle on a un certain délai pour la remettre effectivement au client. Donc il faut vraiment avoir sa procédure bien définie et s'assurer que les personnes dans l'entreprise qui négocient et concluent les contrats fassent le suivi correct jusqu'à ce qu'on ait... effectivement ces procédures.
Et puis, le dernier élément, je dirais, c'est de s'entourer des professionnels adéquats, donc avocat, notaire pour la rédaction des documents, un architecte indépendant qui peut vraiment suivre correctement le chantier, le documenter correctement. Et puis, au niveau d'une garantie d'achèvement, par exemple, faire appel à un professionnel qui non seulement va fournir la garantie financière, mais qui pourra aussi gérer les situations si jamais un appel à garantie se manifeste et qu'il faut prendre le dossier à bras-le-corps. Marc, nous vous remercions chaleureusement pour votre intervention. Nous invitons d'ailleurs tous nos auditeurs à vous consulter pour toute question relative à leur contrat en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg. Et nous invitons tous nos auditeurs à consulter nos différentes capsules vidéo sur notre site internet eurocaution-benelux.eu. À très bientôt pour d'autres vidéos.